Jackie, le lieu, c'est important. Justement, en quelques mots, mon rôle en cette fin de matinée, c'est de vous mettre en condition pour apprécier les vins des hauts lieux dont on va pouvoir se réjouir tout à l'heure. Parce que partout où nos aînés ont planté la vigne, ils l'ont planté parce qu'ils ont senti qu'il y avait des lieux, et au sein de ces lieux, des hauts lieux, pour que la vigne nous restitue le sel de la terre, parce que la terre a venu à nous offrir pour nous nourrir et pour que la vie soit joyeuse et intéressante, parce que pour notre survie, il ne faut jamais l'oublier, l'eau suffit. Si les vins ont été inventés, c'est pour notre plaisir d'être et notre plaisir d'être ensemble. Donc, effectivement, on va prendre plaisir dans quelques minutes à déguster les hauts lieux que les vignerons nous amenent. Donc, notre association Vitae Vinot, parce que j'en fais partie et que les deux pères fondateurs sont mes anciens étudiants, donc je suis toujours fier d'être à leur côté pour poursuivre ce que leur formation aura envie de promouvoir. Donc, l'association, c'est là pour promouvoir le vin de terroir, pour le plaisir donc de ceux qui les apprécient, qui les dégustent, qui les boivent. Et donc, je me suis toujours efforcé d'essayer d'associer la connaissance des terroirs à l'art de les déguster. Donc, notre association autour des amateurs éclairés, qu'est-ce qui les anime? Ce qui les anime, c'est de connaître le plus possible, le mieux possible, au plus près les lieux et la façon donc de pouvoir au mieux les déguster, les apprécier. Donc notre association est là aussi pour revisiter ce que l'on a rebaptisé dégustation géosensorielle, qui en fait est la dégustation des gourmets d'antan, c'est-à-dire on est à peu près autour du XIIe siècle, et puis ils ont disparu à la Révolution française. Et ces gourmets, leur boulot, c'était de s'assurer que les vins qu'ils vendaient reflétaient bien le lieu qui était indiqué sur le tonneau. Donc, c'était des spécialistes, des professionnels de la dégustation géosensorielle. Et ce qui est génial, c'est qu'on a la chance d'avoir dans cette salle un des promoteurs inconditionnels de cette dégustation géosensorielle. J'ai nommé mon très cher ami Jean-Michel Dess, qui est même allé jusqu'à faire reconnaître à l'Université de Strasbourg un diplôme d'université qui s'appelle Vers le terroir par la dégustation géosensorielle. Donc c'est génial d'avoir un chef de file de cette façon, de cette manière d'apprécier les vins dans un territoire, dans un vignoble où on a la plus grande diversité au monde, avec des substratums qui vont du granit au calcaire en passant par les schistes et même le volcanique, etc. Donc là, c'est un haut lieu. Et dans le Bordelais, il y a notre ami Stéphane de Renoncourt, qui est un promoteur de la chose. En Champagne, bien évidemment, mon vieil ami Anselme Sélos, Alexandre Chartogne, son jeune disciple, Pascal Agrappa. Et puis ici, vous avez la chance, et puis il y a des gens qui viennent un peu partout, mais d'avoir Georges Truc qui se passionne pour l'immense diversité. On va te faire se lever parce que oui, certains ne verront pas aujourd'hui, mais l'Internet en a pas. Donc il faut quand même que vous mettiez un nom sur un visage. Georges Truc. Parce qu'il est celui qui aide la viticulture de toute cette région à comprendre l'extrême diversité des lieux. Et il ne faut jamais oublier que ce qui compte, comme un autre de mes grands amis qui est présent aussi ici, Patrick Baudouin, qu'il faut abandonner la quête, de la typicité pour revenir à l'appréciation de l'originalité. Et donc, du côté de Châteauneuf, du côté de Tamel, du côté de Cahors, dans toute cette magnifique région où il y a des hauts lieux, eh bien, il est important qu'il y ait moi j'aime bien le qualifier d'œnologue, géologue, sensoriel.
cumule... Œno-géologue sensoriel. Voilà, il cumule vraiment, notre cher Georges, cette capacité à faire ressentir le lieu, parce que le lieu, ce n'est pas que du géologique, c'est aussi un environnement, c'est des vents, c'est des mésos, des microclimats, etc. Et c'est toute cette complexité des lieux qui va être restituée dans le verre. Et du coup, vous voyez, j'aime bien citer, moi, tous ceux qui m'ont appris quelque chose. N'oublions pas, comme l'a très bien dit Léonard Humbrecht, que le cépage, c'est le prénom. Le terroir, c'est le nom de famille de vin. Donc, dans certains endroits, il y a un seul cépage qui exprime le terroir. Dans d'autres, on peut les assembler. Dans d'autres, on peut faire comme Jean-Michel, comme Pascal Agartha et quelques autres, les planter tous ensemble et ça donne le génie du lieu. Et puis, deuxième chose, comme Olivier l'a dit tout à l'heure, comme notre ami allemand, dont Stéphane, dont je vous tiens une famille. Stéphane Schindler. Voilà. Mais je ne répète plus le prénom. En Allemagne, on a voulu pendant un temps être plutôt dans le terroir démocratique, mais on sait maintenant que tous les lieux ne se valent pas et qu'au sein de chaque vignoble historique, il y a des hauts lieux qui font plus particulièrement parler l'originalité du lieu, et puis des lieux un petit peu plus modestes, qui sont quand même de beaux lieux pour la vie, mais où on peut avoir, même en Bourgogne, dans l'appellation village, plutôt assembler les diverses parcelles plus modestes pour en faire ce qu'on appelle une cuvée ronde et qui va exprimer déjà quelque chose de Châteauneuf, quelque chose de Beaune, quelque chose dans tous les vignobles. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment, nous, amateurs, qui nous qualifions d'éclairés, on est éclairés pourquoi? Parce qu'en cherchant à comprendre, grâce à des gens comme Georges, de quoi est fait le terroir, s'imprégner de son histoire, etc., d'essayer d'apprécier l'originalité. Et du coup, Olivier a dit quelque chose d'essentiel ce matin. Le primat de l'olfaction est né dans un certain contexte. Il a fallu essayer de caractériser. Or, il l'a évoqué aussi, en Bourgogne, ça a résisté, ils n'en ont pas voulu. Et moi, j'ai eu une chance extraordinaire à la fin des années 70, début des années 80, de rencontrer Henri Jaillet et de devenir son ami et de participer avec lui à ce qu'on a appelé le réveil des terroirs. Et un jour, ça faisait 2 ans à peu près que je le connaissais, et je dégustais avec moult qualificatifs olfactifs le gros parentou, et il me regarde, il dit: "Non, Jackie, oublie quand même pas que le vin, il n'est pas fait pour être niflé, il est fait pour être bu." Et c'est là qu'il m'a renvoyé à la lecture de Jules Laval, le chapitre des gourmets. C'est un tout petit chapitre, mais il est essentiel, je l'avais oublié. J'avais pourtant lu le Laval, mais Henri Jaillet m'a fait relire le chapitre du gourmet. Et je me suis aperçu que le gourmet, il dégustait avec la tasse. Déjà en 1855, Jules Laval écrit, presque oublié de nos jours. Vous voyez, donc on l'avait pratiquement oublié. Et donc il déguste avec le tas de vin. Et c'est génial de déguster avec le tas de vin, parce que vous mirez, vous regardez la robe, et puis tout de suite vous mettez en bouche. Et qu'est-ce qu'on fait en mettant d'emblée le vin en bouche? Eh bien, on fait bosser 3 de nos sens. Le toucher, 30% chez certains d'entre nous, de notre toucher est en bouche, c'est quand même pas rien. Le goût, amer, acidité, etc. Et puis la rétroolfaction. C'est-à-dire que voilà que notre cerveau, il bosse presque à 100% en dégustant comme des gourmets, alors que si vous commencez trop vite, le premier nez, le deuxième nez, le troisième nez, quatrième nez, etc., votre cerveau en bouche va chercher à affiner plutôt la dimension olfactive. On ne va pas s'en priver avec le verre, puisque le verre nous permet de révéler les arômes. Ce serait complètement idiot de se priver de cette puissance-là. Mais si nous revenons à la pratique du gourmet, c'est le gourmet qui avait raison. C'est comme ça qu'on dit d'abord le terroir, le toucher, comme les moines ont dit qui touchaient la terre pour s'assurer des bons endroits. Les gens, bien évidemment. Mais au moins, ça nous dit que quand on va mettre les pieds dans le terroir, les grands amateurs, tous les amateurs éclairés, ils ont envie d'aller mettre les pieds à Châteauneuf. Là, il y a plus de ça, là, il y a plus de ceci, il y a plus de ça. L'ambiance n'est pas la même, les bestioles qu'on entend ne sont pas les mêmes, des fois ça change d'un endroit à l'autre où les oiseaux nichent, etc. En Bourgogne, Bruno Clavelier a réinsiste sur les 3 variétés, par exemple, de chauve-souris, qui commencent à bouffer les insectes à telle heure, etc. Bref, dans chaque lieu, il y a des choses extraordinaires, et donc je vous invite maintenant à apprécier les vins d'ici.
avec la polysensorialité. Ouais, c'est-à-dire que Henri Jaillet et Jacques Bezo, ils nous ont appris à réhabiliter la polysensorialité, c'est tous nos sens qui bossent, pour apprécier l'extraordinaire diversité de chacun des vignobles de France, parce qu'au sein de chaque vignoble de France, d'Allemagne, d'Europe, et maintenant un petit peu partout, on cherche ça un peu partout dans le monde, les hauts lieux expriment toujours des goûts originaux qu'on va s'efforcer maintenant de déguster dans nos mondes. Est-ce que, exercice difficile, en un mot, on peut décrire les 4 appellations qu'on va déguster? Ça va être le boulot de mon ami. Ah, ça y est, tu te défiles, Jacqueline. Moi c'est Georges, il nous a encore pas fait tout goûter, Georges. D'ailleurs, Il faudrait prendre le verre à la main et goûter 200 Il y en a centimes. quelques-uns que je n'ai pas goûté encore. Donc, Tavel, c'est ça, non? Tavel, Château du Pape, Vaqueras et Cahors. Bon, Tavel, c'est un vin assez extraordinaire, un des repères en termes de rosé. Peut-être moins de tendance que les rosés provençaux. C'est vrai que la couleur ne joue pas pour, entre guillemets, la couleur du marché, en tout cas, ne joue pas pour Tavel, mais c'est un vin qui a une identité, pour le coup, qui a du caractère, qui a beaucoup de densité. Mais il y a aussi, on a beaucoup évoqué la fraîcheur, l'acidité, le côté frais, etc. Ça peut être aussi comme ça. D'ailleurs, la tendance va plutôt dans ce sens-là aujourd'hui. Et on a non seulement des Tavels qui sont des vins de gastronomie, plus que les rosés, effectivement, provençaux, mais on a aussi des Tavels qui peuvent être d'excellents vins d'apéritif. Je suis sûr que la Mathilde va la passer, va beaucoup l'apprécier. Le deuxième, c'est Châteauneuf-du-Pape, c'est ça? Oui, le deuxième, entre autres, Château du Pape, Vaqueras. Mais en un mot. Oui, Vaqueras, c'est une jolie appellation qui est née, entre guillemets, en termes d'appellation plus récemment, peut-être que certaines autres, qui a le mérite d'avoir les 3 couleurs, et qui, moi j'aime bien parce que c'est vrai que ça me rappelle un peu le terroir de Venise dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un joli vin aussi. Et c'est pas du tout un sou, parce que des fois on dit tiens, il y a Châteauneuf et les autres, c'est vrai que Châteauneuf, c'est l'appellation repère de la région, hein. Mais il y a des appellations qui ont une identité extrêmement intéressante tout autour, Vaqueras s'en fait partie. Ensuite, il y a Le Cahors qui a fait un bond extraordinaire ces dernières années. Oui, c'est vrai que c'est Grâce à quelqu'un qui est dans la salle, d'ailleurs, Jérémy Arnaud. Oui, alors, bravo Jean-Pierre, parce que c'est vrai que l'évolution ces 20 dernières années, hein, la prise en compte, j'allais dire, du potentiel à la fois de ce cépage Malbec et de ces terroirs de Corse qui sont très particuliers, permettent aujourd'hui à l'appellation Cahors d'avoir des qualités de production vraiment très intéressantes et beaucoup moins souffrir de peut-être l'hégémonie du Malbec d'Amérique du Sud, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. En même temps, Cahors en a bénéficié aussi parce qu'ils ont donné peut-être pas nécessairement les lettres de noblesse telles qu'on les considère, mais en tout cas de la notoriété à ce cépage. Aujourd'hui, de savoir que le Cahors, effectivement, est aussi, d'associer le Cahors à Malbec, quelque chose dont on profite bien, et surtout les qualités des vins est de plus en plus remarquable. Et enfin, Châteauneuf-du-Pape, on a déjà tellement parlé depuis ce matin que je suis sûr que vous avez surtout envie de le boire, de les boire, parce qu'il y a une diversité extraordinaire de sols, de styles, de cépages, vous avez tous compris. On a sûrement du Châteauneuf blanc, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas oublier que c'est une couleur vraiment très intéressante. Et parmi les différentes casquettes dont j'ai parlé tout à l'heure, je produis un peu aussi du vin de Châteauneuf-du-Pape, parce qu'avec Bernard du Seigneur, ça fait maintenant. Qui est aussi dans la salle. 2012, il est là, Bernard. Bernard, oui. Voilà. Donc si vous voulez goûter, c'est pas un vin original, on a fait notamment une Perrette qui est assez remarquable. Et bien sûr, la palette des rouges qui peut donner à la fois des vins de plaisir, des vins spontanés, des vins de garde. Les grands vins se voient finalement à tous les âges. Et c'est vrai que quand on va goûter en fût un Châteauneuf-du-Pape rouge, c'est un vrai bonheur. Le fruité du vin, la suavité dont on a parlé, la salinité particulière qui effectivement remonte un peu les tanins, donne du plaisir. Quand on a la chance de goûter un Châteauneuf-du-Pape de plusieurs dizaines d'années, on se dit que le grand terroir finalement ressort d'autant plus qu'il a une capacité à donner des vins de garde. C'est une jolie révélation. Il a regardé dans sa carte et avoir un esprit délaissé pour ses enfants et ses petits-enfants. C'est ça la démarche. Vous pensez à l'héritage, mais pensez à vous faire plaisir aussi.